bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur les thèmes des Real-Time Data Platforms. Nous sommes aujourd'hui chez DataStax. Je suis avec Vincent Poncet qui interviendra d'ici peu pour nous parler de la plateforme DSE et d'OpsCenter. Pour ma part, donc, je suis Vincent Huchling et je vais vous parler de comment est-ce qu'on construit des plateformes data real-time avec les produits DataStax et comment on fait ça aussi dans le cloud. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de nous. Donc nous, Affinitech, on intervient exclusivement sur le sujet de la data. On travaille chez nos clients autour de 3 grandes phases dans leur voyage autour de la data, qui sont d'abord les aider à imaginer ce qu'ils pourraient faire avec leur data. Donc c'est aussi bien sur l'usage que sur les technologies. Ouvrir un petit peu les perspectives à ce niveau-là. Comment est-ce que vous pourriez faire les choses différemment avec vos données et surtout derrière, qu'est-ce que les nouvelles technologies telles que les bases NoSQL dont on va parler aujourd'hui nous permettent de faire qu'on ne pouvait pas faire auparavant. La deuxième phase, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous passer d'une intuition à la conviction en très peu de temps pour que vous puissiez très rapidement avoir une vision claire des enjeux. C'est généralement ce qu'on qualifie de POC ou de pilote. Et puis la dernière phase de ce que l'on fait, c'est que l'on aide nos clients à construire leur plateforme. On a plusieurs clients avec lesquels on a construit des plateformes analytiques autour de leur data, mais aussi des plateformes opérationnelles, qui est un peu le sujet qu'on va couvrir aujourd'hui, des plateformes qui ont vocation à animer un nouveau use case. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a un chat sur le WebEx qui vous permet de poser des questions tout au fur et à mesure et on se fera un plaisir de reprendre vos questions à la fin et de vous répondre pour vous apporter des détails que vous n'auriez pas perçus pendant la session. Si on regarde un petit peu les technologies que nous, chez Affinitech, on utilise, eh bien, on utilise déjà des socles cloud, donc on travaille principalement avec Google Cloud et Microsoft Azure. On travaille aussi avec Amazon Web Services, parce qu'on a des clients qui ont du Amazon Web Services et parce que c'est là aussi un outil assez répandu. On utilise les grands classiques du marché que sont les distributions Hadoop, mais aussi Kafka pour la partie pour véhiculer les données. Mais le gros de notre activité est aujourd'hui centré autour du noyau Cassandra et la distribution DataStax évidemment, et l'utilisation de Spark pour faire les process analytiques au-dessus de tout ça. Et d'un point de vue stack un peu plus haute, on a les différents langages qui sont très répandus dans le monde Big Data, qui sont Python, Scala, R, et puis on fait de la UI avec du D3, des choses assez amusantes comme du React et des choses comme ça. Rentrons dans le vif du sujet. Je vous propose maintenant de définir un petit peu qu'est-ce que l'on attend d'une data platform et qu'est-ce que l'on va faire et comment est-ce qu'on va faire et quels sont les composants qui vont être nécessaires de mettre en œuvre pour que vous puissiez avoir une véritable vision sur le sujet. Alors, une data platform, si on regarde un petit peu les usages que les clients en ont et ce qu'ils nous demandent de construire pour eux, ça sert à faire 3 choses, que sont d'abord collecter les données, les stocker et les processer, c'est-à-dire, in fine, pas faire seulement ce que l'on fait avec une base de données, mais c'est aussi la capacité à processer en temps réel ces données quand elles arrivent et à créer de la valeur à la volée avec. Et puis la dernière chose, c'est pouvoir utiliser ces données, les activer. Alors, activer les données, c'est aussi bien construire des web services pour pouvoir consommer les données qui sont dans la plateforme que, par exemple, utiliser des produits d'analytique qui se brancheraient sur la plateforme pour pouvoir regarder les données. Donc, si on prend un schéma un petit peu plus fonctionnel, détaillé, les grandes fonctions, elles peuvent être matérialisées par ce schéma qu'on voit. Donc, à la gauche, vous avez une capacité à collecter des données. Alors, cette capacité à collecter des données, elle se doit d'être scalable et de pouvoir récupérer aussi bien quelques événements que des quantités astronomiques d'événements. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui requiert des gros changements quand on passe d'un facteur d'échelle. Ensuite, le noyau de stockage, lui, il a une nécessité de pouvoir intégrer du compute et de pouvoir offrir des capacités à transformer, à processer les données. C'est là où
une très forte intégration avec Spark, par exemple, fait tout son sens. Et aujourd'hui, de toute façon, toutes les problématiques de transformation de données, on les traite généralement avec du Spark, même si c'est pas une obligation, mais quand on a à le faire, c'est ainsi qu'on le fait, puisque c'est quand même aujourd'hui l'outil qui fait consensus sur le marché pour le traitement des data dans notre monde big data. On a une nécessité aussi d'intégrer autour de ce noyau de stockage de données la possibilité d'explorer et d'expérimenter. C'est-à-dire que quand vous avez de la donnée, vous allez implémenter dessus un use case, et ce use case, il a une nécessité de pouvoir évoluer, voire même de permettre d'expérimenter, de trouver de nouveaux use cases sur les données que l'on a agrégées dans la plateforme. Quand on a beaucoup de données, il devient parfois un peu difficile de retrouver ces données. C'est pour ça que d'intégrer dans une plateforme des features d'index et de catalogue, c'est quelque chose qui fait tout son sens. Et pour finir, nos données qui sont dans la plateforme, ben, on va devoir avoir une facilité à construire des web services et du SQL et des interfaces vers des outils entre guillemets SQL pour pouvoir consommer ces données, parce que si vous avez une plateforme avec des données et qu'il est très difficile d'aller les utiliser, ça va pas forcément servir à grand chose. Et le gros enjeu d'un point de vue plateforme, c'est de réduire le temps qui s'écoule entre la partie gauche du schéma et la partie droite, c'est-à-dire que aujourd'hui, de plus en plus de clients nous disent, ben, entre le moment où un événement s'est produit et le moment auquel on agit dessus, on agit et que l'on a des informations qui nous permettent d'enclencher et de créer, d'afficher un dashboard, de créer de nouveaux événements, de communiquer, d'agir vers une plateforme tierce pour pouvoir, par exemple, activer une campagne publicitaire ou des choses comme ça. Il faut que cet espace de temps soit le plus réduit possible, d'où le fait d'avoir une grosse attention sur le moteur qui est à l'interne. Parce qu'on a beaucoup de plateformes qui peuvent implémenter ce schéma, mais les choses deviennent vraiment compliquées quand on se retrouve face à un flux de données important, ce torrent de données qu'on voit là, que l'on veut traiter en temps réel. Et ça, c'est de très loin là où toutes les plateformes ne sont pas égales et tous les moteurs de données, même les NoSQL, ne sont pas tous avec les mêmes capacités. C'est ce que je vous propose de développer peu après. Et très souvent, pour traiter ces problématiques-là, eh bien, on se retrouve dans des problématiques de complexité avec des schémas d'infrastructure très très importants à mettre en œuvre et des choses qui font que ces plateformes ne sont pas à la portée de tout le monde. Et ça, c'est l'un des problèmes qu'on a essayé de résoudre. Alors, si on regarde un petit peu les use cases, ces plateformes données temps réel, elles servent principalement dans deux grands cas de figure que sont de l'IoT, je collecte de la donnée machine, je collecte de la donnée d'objets connectés, des choses comme ça, et puis le monde du web analytique, quand on veut commencer à personnaliser de l'expérience utilisateur, quand on rentre dans le monde de la tech, pour par exemple avoir des scénarios d'optimisation autour des ads. Alors on va d'abord commencer un petit peu par regarder quelques petits cas de figure autour de l'IoT. Par exemple, un des cas de figure qu'on a rencontré chez un client, c'est du monitoring, c'est-à-dire un client qui a des dizaines de milliers de devices répartis dans le monde et qui souhaite consolider les informations de fonctionnement de ces devices pour pouvoir avoir des dashboards et avoir une vision synthétique de l'ensemble de ces équipements qui sont partout dans le monde. Et donc ça, c'est quelque chose qui requiert de pouvoir avoir une capacité très largement scalable en termes de collecte et surtout une plateforme qui soit en temps réel pour que les dashboards ne soient pas dépendants d'un batch qui retraiterait les données pour les insérer dans une base de données, mais que l'on puisse avoir une insertion au fil de l'eau avec un grand niveau de concurrence. Et ça, c'est le premier cas de figure. Pour la partie dashboard, aussi, il a l'intérêt pour le client, c'est de pouvoir utiliser des outils standards de dashboard, donc d'avoir quelque chose qui ne soit pas avec un côté très propriétaire, qui ne puisse être utilisé que par l'outil de dashboarding maison, comme on retrouve parfois dans certaines bases NoSQL sur le marché. Le deuxième cas qu'on a chez des clients, c'est ce qu'on qualifie de smart metering.
Le cas de figure du smart metering le plus connu, c'est le compteur électrique où on fait une collecte de données sur les compteurs électriques pour pouvoir aider les utilisateurs en temps réel à améliorer la façon de laquelle ils consomment du courant chez eux. Alors ça peut être du courant, ça peut être de l'eau, ça peut être plein de choses différentes. Mais ça a vocation à développer une intelligence en temps réel dans la manière de processer les données pour pouvoir aider les gens avec des insights qui leur arrivent en quasi temps réel ou du moins avec un décalage de temps très très court pour améliorer la manière de laquelle ils vont consommer le produit. Donc ça, c'est l'un des grands cas d'usage que l'on retrouve en IoT. Et là, là aussi, la capacité en termes de throughput en entrée est très très importante. Et c'est un point d'attention très fort à ce niveau-là, et ce qui nécessite aussi une scalabilité importante. Le cas de figure suivante, c'est des gens qui ont des équipements réseau, par exemple, ou des équipements réseau, alors ça peut être du réseau IT, hein, comme on connaît bien, comme ça peut être des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité, enfin tout ce genre de choses-là, et qui ont une nécessité de monitorer l'usage qui est fait sur leur réseau et de pouvoir prédire très rapidement le où ils vont avoir un pic, un engorgement, voire même de pouvoir prédire une défaillance. Et là, on rentre dans le cas de figure de la maintenance prédictive, par exemple. Mais ça, le fait de pouvoir monitorer en temps réel la capacité et pouvoir anticiper les soubresauts est un cas de figure qu'on retrouve de plus en plus dans ce monde de IoT et Big Data. Et puis le dernier cas de figure que nous on a rencontré, c'est des gens qui avaient des produits qui étaient instrumentés, qu'ils avaient envoyés chez leurs clients, et ils mesuraient l'usage que faisaient leurs clients des produits pour pouvoir éventuellement travailler sur quelles features à mettre en avant, quelles étaient les features sur lesquelles il y avait un bon taux d'adoption, des choses comme ça. Somme toute, pour les machines, quelque chose d'assez similaire que ce que l'on fait en termes de UX, UI dans le monde du web. Quand on release un nouveau composant graphique dans une page web, on vérifie tout de suite après si ce composant est utilisé à bon escient par les individus. Eh bien, si on ramène ça au monde réel des objets connectés, c'est la même chose que l'on doit pouvoir faire. Et donc là aussi, il faut pouvoir être en mesure de traquer de la data de manière non prédictible. Et c'est là où est le challenge, puisqu'il faut pouvoir ingurgiter des flux de données sans même savoir avant de démarrer quelle va être la taille de ces flux de données. Alors, si on bascule maintenant dans le monde du web et de l'analytics, là aussi, 4 cas d'usage parmi un grand nombre. Premier cas d'usage qui est, les clients nous disent, écoutez, moi j'ai 26 channels différents, j'ai les médias sociaux, j'ai ce que j'échange par mail avec mes clients, j'ai le clickstream sur mon site web, j'ai les échanges avec les plateformes d'ads et compagnie. Et donc, agrégez-moi toutes ces channels dans une seule vision, dans une seule base de données. Et si possible, faites-le moi en temps réel, comme ça je peux mesurer immédiatement l'impact d'une campagne quand elle est lancée, tout ce genre de choses-là. Donc c'est finalement mettre tous les channels dans une vue en temps réel avec des dashboards qui sont là aussi alimentés en temps réel. Alors le deuxième cas de figure qui est un peu plus actif, qui est un peu moins dans l'analytique, c'est un cas de figure sur comment est-ce que je suis en mesure de personnaliser l'expérience utilisateur. Et donc là, ça passe par le fait d'implémenter non pas la récupération d'appels via une API, mais de pouvoir mettre un cookie tracker directement sur la plateforme et pouvoir récupérer ainsi et tracer les utilisateurs sur leur page web pour pouvoir faire de la segmentation en temps réel. Et derrière, mettre dans la base pour chacun des utilisateurs quels peuvent être les meilleurs contenus qu'on puisse lui servir pour sa prochaine visite sur la page web. Et donc ça, c'est ce qu'on qualifie généralement de personnalisation de l'expérience utilisateur en temps réel. Et ça, c'est un cas d'usage qui est de plus en plus répandu pour ce genre de plateforme. Maintenant, un autre cas d'usage qui, lui, est très intensif en termes
de vitesse et sur lequel la latence à laquelle on va récupérer l'information et la vitesse à laquelle on va pouvoir relire cette information pour l'utiliser, c'est dans le monde de la tech, quand on veut pouvoir, par exemple, optimiser les prix d'échange des ads en temps réel avec des plateformes DSP, SSP et autres. Et donc ça, c'est foncièrement des choses sur lesquelles ce genre de plateformes data temps réel ont un véritable atout parce qu'elles permettent d'être le support de composants où la facteur data science et de choses qui ont été ingénierées par la data science peuvent être très importants. Et pour finir dans le monde du web, un dernier cas de figure, c'est celui où le client il a déjà une DMP et il souhaite pouvoir synchroniser et élargir le scope de sa connaissance de ses datas et donc pouvoir synchroniser une plateforme avec une DMP. Et donc là aussi, c'est une synchronisation en temps réel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la DMP a collecté de l'information, on essaye de récupérer des informations très pertinentes et on triture ces informations pour, par exemple, faire de la segmentation beaucoup plus précise que ce que la DMP fait, et surtout avec un scope beaucoup plus large que ce que la DMP fait. Et ensuite, on resynchronise ça, on réinjecte ça dans la DMP. Donc ça vous donne quelques idées sur la manière de laquelle on fait ce genre de choses-là. Et donc si on regarde un petit peu pour faire les 8 cas d'usage dont on vient de parler, les features clés qu'il faut avoir, c'est déjà dans la partie collection de données. Quand on récupère les données, il faut que ça soit élastique et puis il faut qu'on puisse être très flexible, c'est-à-dire être en mesure de pouvoir organiser les données, de pouvoir récupérer les données, les mettre dans un tuyau sur lequel on puisse brancher différents processing et des choses comme ça pour en faire des usages multiples et variés. Quand il s'agit de stocker les données, il y a une nécessité de pouvoir à la fois de pouvoir stocker tous les objets qu'on a collectés de manière à très grande échelle et surtout pouvoir mettre à jour ceci en temps réel avec des contraintes techniques très très faibles sur cette mise à jour. Quand il s'agit de processer, là aussi, il y a un facteur d'élasticité qui est essentiel, qui est de pouvoir, à un instant T, rajouter de la capacité très très vite. Et donc, et pour finir, il y a la partie expérimentation qui est faut que ces plateformes soient prêtes à recevoir des outils de data science. Alors on pense à Spark, on pense aux notebooks, on pense à toutes ces choses-là. Et puis pour finir, ces plateformes, elles doivent être en mesure d'exposer les données au travers de web services, au travers de toute forme de choses, d'API qu'on peut construire. Alors comment est-ce qu'on va construire ça? La première idée qui vient souvent à l'esprit des clients, c'est je vais utiliser un data lake. Alors les data lakes, classiquement, on les construit avec de la Hadoop, on les construit avec ce genre de choses-là. Sauf que c'est très bien pour récupérer plein de flux de données, pour pouvoir les reprocesser, les nettoyer, les structurer sous forme de modèles, ainsi de suite. Sauf que c'est très très orienté, ce data lake, sous forme de batch. C'est-à-dire qu'on va très vite être en but à un facteur de latence important si on veut rentrer dans du temps réel. Et donc très souvent, ce qui va se passer, c'est si on veut faire du temps réel, on va mettre une stack dédiée temps réel à côté du data lake. Donc en termes d'unité et de capacité à processer toutes les données, on se retrouve nécessairement un petit peu limité à ce moment-là. Alors la réponse que nous, on a l'évolution qu'on a eue par rapport au data lake classique que l'on faisait, c'est qu'on se dit, et finalement, avec Apache Cassandra, comment est-ce que l'on peut mettre ça au centre et avoir une capacité à la fois à collecter de la donnée sous forme de batch, c'est-à-dire qu'on récupère des fichiers de données à des instants T, ou on récupère des API, des batchs de données, et on les insère dans la base, voire en même temps, dans la même base, prendre des streams de données et les pousser en temps réel, et faire aussi de l'event processing en même temps pour pouvoir faire des scénarios d'alerte et des choses comme ça, et pouvoir, vous le voyez en haut, connecter à cette base de données de l'analytique avec Spark, et de cette base de données, être à la fois capable simultanément d'écrire et de lire en même temps pour que des services puissent, via des API REST, récupérer les données. Et donc, quand on regarde ce schéma, finalement, on retrouve tout ce qu'on a dans la stack SMAC. Pour ceux qui ne connaissent pas, SMAC, c'est l'acronyme qui regroupe Spark, Mesos, AK, Cassandra et Kafka. Alors,
ça a vocation à simplifier les choses parce que finalement, dans une stack qui a été prévue pour fonctionner ensemble, on va retrouver à la fois un cluster manager qui est Mesos. Alors, il n'y a pas une nécessité, c'est finalement peut-être le composant le plus optionnel dans cette stack, c'est Mesos, hein, puisqu'on peut très bien faire tout le reste sans utiliser Mesos. On va retrouver Spark qui va permettre à la fois de faire du batch, de traiter des batchs de données, de faire du real-time, de faire du machine learning, de faire des choses comme ça. Akka, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un SDK qui permet de faire du traitement dit réactif, c'est-à-dire que Akka est quelque chose qui permet d'utiliser le pattern d'acteur et donc d'avoir des toutes petites unités de traitement qui sont en mesure de processer les données avec une célérité très importante et donc de tenir cette promesse du très low latency sur le traitement des données. Cassandra, on a déjà évoqué le point, c'est-à-dire qu'au centre de tout, il y a effectivement la base Cassandra qui nous permet de satisfaire ces contraintes de temps réel et de croissance à très large échelle. Et puis, en regard de ça, pour véhiculer les messages, il nous arrive parfois de mettre du Kafka qui permet Kafka donc de transporter les données et d'assurer ce log et d'assurer cette désynchronisation entre la partie je collecte des données et je peux de manière asynchrone en faire quelque chose derrière. Et surtout, quand je collecte un flux de données, je suis capable de traiter ce flux de données sur différentes destinations assez facilement. Quand on construit des plateformes à l'aide de SMAC, on se retrouve avec un frontal qui est avec des conteneurs. Alors là, j'ai mis du Docker, mais c'est effectivement le Docker qui tourne au-dessus du Mesos. Des conteneurs qui vont supporter donc des acteurs AK HTTP, donc on va avoir des endpoints HTTP qui vont être scalables, c'est-à-dire que si j'ai une grosse charge, j'en mets beaucoup plus, si je peux réduire ensuite le nombre pour récupérer de la ressource disponible. Et donc, ces acteurs HTTP vont pousser la donnée dans un cluster DSE, hein, dans lequel on va pouvoir avoir la donnée opérationnelle, c'est celui qui est au-dessus du petit trait en pointillé. Et on va avoir un deuxième cluster synchronisé avec le premier sur lequel on va faire tout l'analytique. Mais Vincent nous en parlera beaucoup mieux dans quelques instants. Et au final, tout à droite, on a à nouveau des acteurs HTTP AK qui vont permettre d'exposer via une API les données. Alors, tout ce schéma peut paraître un peu complexe et c'est maintenant qu'on va voir comment est-ce qu'on peut simplifier un peu toute cette stack qui est redoutablement compliquée à mettre en œuvre pour des gens qui ne s'y sont pas préparés. Et donc, on va voir déjà deux façons de simplifier les choses. La première, c'est ce que Vincent va nous expliquer avec les outils que DataStax propose dans DSE, avec OpCenter notamment. Et puis après, moi, je vous parlerai un petit peu de comment est-ce qu'on automatise ça dans du cloud et comment est-ce qu'on est capable de faire que les choses soient plus simples d'un point de vue cloud. À toi, Vincent. Bonjour, Vincent Poncet, Solution Engineer à DataStax. Donc je vais vous parler déjà premièrement de Cassandra. Cassandra, vous le connaissez peut-être pas forcément, mais en fait vous l'utilisez déjà, dans le sens où des très grands acteurs du web ont décidé de choisir Apache Cassandra comme database opérationnelle pour supporter leur plateforme. Donc ça va de beaucoup de services autour de Apple, comme iTunes, Siri, etc. Netflix. Tout ce qu'on fait autour de Netflix, donc Play, Stop, Chercher, tout ça, c'est supporté par du Cassandra. Et toutes les données de Spotify, donc autour des listes, sont stockées dans cette base de données. Ils ont fait ce choix par rapport à ces caractéristiques de continuité, de service et de capacité à monter en charge. Donc DataStax, la société, donc c'est la société qui est derrière le projet Apache Cassandra. Ok, excusez-moi, je viens de voir que j'avais pas mis mon écran. Voilà, c'est bon. Donc DataStax, la société qui est derrière Apache Cassandra, donc on a à peu près donc fondé en 2010, à peu près 500 employés et aujourd'hui plus de 600 clients. Donc qu'est-ce que Apache Cassandra? Les caractéristiques uniques de Apache Cassandra, c'est
d'être une base de données NoSQL distribuée. Elle hérite de deux technologies qui sont Google Bigtable qui a porté le concept de base de données distribuée et de Amazon Dynamo qui a porté le concept d'une architecture distribuée sans 100 mètres. Cette capacité 100 mètres nous apporte une disponibilité continue, donc c'est-à-dire qu'on a tous les nœuds sont complètement actifs, il n'y a pas d'actifs passifs, il n'y a pas de PRA ou ce genre d'architecture, donc on parle de disaster avoidance. On n'a pas d'interruption de service en aucun cas. Et aussi, ça nous apporte sa capacité de scaler linéairement. J'ai besoin de plus de puissance, de stockage, de volume stocké, de throughput de transactions, j'ajoute des serveurs. Et cette infrastructure, donc, qui supporte aussi un multi-data center, donc peut être déployée aussi bien on-premise que dans le cloud ou même en hybride, avec certains data centers dans vos data centers et d'autres chez les fournisseurs de cloud. En termes de performance, nous avons montré différents benchmarks qui apportent la preuve de la performance de Cassandra. Un point intéressant aussi, c'est Netflix, qui est vraiment un gros promoteur de la technologie, qui a expliqué notamment la linéarité parfaite. Vous voyez dans le dessin en bas à gauche, la scalabilité, ils ont démontré jusqu'à 300 nœuds, c'est une droite parfaite. Donc il y a peu de technologies qui sont capables de démontrer cette scalabilité à ce niveau d'échelle. Donc la disaster avoidance, donc la capacité à être toujours disponible même en cas de défaut. Donc on imagine même un déploiement mondialisé avec donc différents data centers dans différentes plaques continentales. On aura des couches applicatives dans chacun de ces data centers qui vont avoir une préférence locale pour réduire la latence. Donc l'application qui est installée à New York, elle va contacter en préférence le data center Cassandra de New York. Et si jamais il tombe en panne, eh bien les requêtes sont redirigées vers les autres data centers. Et ça, c'est complètement transparent pour l'utilisateur et même pour l'application elle-même. Donc comment on interagit avec la base de données? Nous avons créé le Cassandra Query Language qui s'inspire évidemment très fortement du SQL. Donc on va retrouver tout ce qu'on connaît classiquement dans une base de données comme create table, insert, select, aussi bien ou même de la gestion de droits comme grant revoke. Et nous fournissons des drivers pour la plupart des langages de programmation comme Java, .NET, C#, Node.js, PHP, etc. Et en plus de cela, il y a des drivers pour d'autres langages qui sont portés par la communauté. Donc, qu'est-ce qu'apporte l'édition DataStax Enterprise au-dessus du projet Apache Cassandra? L'objet, c'est d'accélérer le déploiement, la facilité d'usage et d'enrichir fonctionnellement les capacités de la base de données. Donc, le premier point, c'est qu'en fait, on prend une version open source et en fait, on va la tester énormément, donc ce sont des process qui durent plusieurs mois pour s'assurer des non-régressions, de la capacité à monter en charge. Et toute version que nous délivrons, nous la testons sur un cluster de 1000 serveurs. Donc nous faisons ça sur un fournisseur de cloud afin de pouvoir d'avoir cette capacité de machine à disposition. DataStax Ops Center, qui est l'outil de monitoring et d'administration de la plateforme, qui nous permet d'avoir une interface visuelle pour manager un cluster Cassandra, et qui apporte aussi tout ce qui va être provisionné, donc créer un cluster, aussi bien en premise que dans le cloud, et tout un tas de services comme par exemple la gestion des backups et des restores, donc de façon distribuée. Un support éditeur, bien entendu. Nous avons des équipes aux États-Unis, à Londres et en Australie pour assurer la disponibilité continue du support. Donc le support, ce n'est pas seulement que déclarer un bug, c'est aussi j'ai des questions, j'ai un message de warning, j'ai tout un tas de choses, eh bien je peux poser les questions au support. Ensuite, dans la partie des fonctions que nous ajoutons à Cassandra lui-même, eh bien la première, c'est la capacité in-memory. Nous pouvons en fait déclarer qu'une table va rester en mémoire, même si ça reste toujours une table durable, c'est-à-dire que toutes les écritures sont écrites sur disque, mais si on la garde en mémoire, toutes les lectures se feront en mémoire, ce qui permet de garantir la latence. Aussi l'intégration d'un moteur de recherche dans la base de données. Donc nous sommes partis de la couche Apache Solaire, qui s'appuie elle-même sur Apache Lucene, l'indexeur Lucene.
L'intérêt de l'avoir embarqué dans la base de données, c'est que d'un point de vue fonctionnel, déjà, quand je fais une insertion dans Cassandra, dans DataStax, pardon, eh bien les données sont automatiquement indexées. D'autre part, l'intégration avec le langage de requête permet d'avoir des capacités comme la recherche multicritère, le full text ou même le géospatial. Aussi, tout ce qu'on a autour d'un moteur de recherche comme le fast setting, c'est-à-dire les dimensions de recherche avec les résultats associés, et l'autocomplétion. Comme nous avons intégré aussi le module, le composant dans la base de données, eh bien cette composant recherche hérite automatiquement de la scalabilité et de la disponibilité continue de Cassandra lui-même. Ça évite d'avoir des infrastructures où j'ai d'un côté une base de données et par ailleurs un cluster de recherche. Donc 2 systèmes à manager, 2 systèmes à monitorer, 2 systèmes à scaler. Quand j'insère, je dois insérer dans 2 systèmes. Quand je recherche, je dois faire une requête sur les 2 systèmes. Donc là, c'est une capacité qui est complètement intégrée dans la base de données. Aussi, la capacité analytique avec le fait d'avoir embarqué Spark dans la base de données, c'est-à-dire quand j'installe DSE, Spark est déjà là, donc il va nous offrir toutes les capacités qui sont autour de l'analytique, jointure, agrégation, le temps réel, comme ce dont Vincent parle, tout ce qui va être aussi autour de l'ETL, parce que Spark a cette capacité de faire du traitement parallèle. Donc pour rappel, Spark c'est un composant donc, du projet Apache qui permet de faire du traitement distribué sur des données, donc ça fit bien avec une base de données qui est elle-même distribuée. Donc l'intégration nous apporte toutes ces capacités. Aussi, une nouveauté qui est apparue dans la dernière version qui est sortie la semaine dernière, c'est l'intégration d'une base de données graph au sein même de Cassandra. Donc on a un moteur de requête graph complètement embarqué dans la base de données qui offre tout un tas de nouvelles capacités. Donc pour résumer, DataStax s'appuie sur Apache Cassandra, mais va offrir à la fois des capacités qui permettent de gérer en sécurité cette infrastructure, avec des outils de monitoring, avec une version certifiée, avec un support éditeur, et au-delà de ça, des fonctionnalités avancées, intégrées, comme un moteur de recherche, l'analytique Spark et le moteur de graph. Donc Vincent, je te redonne la main. Merci Vincent. Alors on a vu avec Vincent. Donc merci Vincent. On a vu donc avec toi à l'instant ce que DSE apportait en termes de facilité pour pouvoir faire que cette stack se décomplexifie. Et la deuxième chose que nous, on a imaginé pour pouvoir décomplexifier les choses, c'est d'encapsuler ça dans du cloud. Alors, je vais vous donner l'exemple de ce que l'on fait avec Google Cloud, mais comme je le disais tout à l'heure, on travaille aussi avec Microsoft sur Azure, avec lesquels on a de très bonnes relations. Mais donc, pour pouvoir optimiser les choses, on a utilisé, parmi tous les composants que propose Google Cloud, on a utilisé ceux qui étaient vraiment, qui permettaient de faire des choses accélérées autour de la plateforme. Et donc les 3 composants qu'on a utilisés pour cette plateforme data temps réel, c'est du compute évidemment que vous avez à droite pour mettre à la fois les nœuds de calcul qui comportent la base de données et de l'App Engine pour pouvoir avoir les front-ends qui soient scalables pour pouvoir collecter tous les flux de données. Et au milieu de tout ça, on a utilisé PubSub. PubSub, c'est quelque chose qui ressemble fortement à Kafka, c'est-à-dire que vous écrivez les données dans des topics, vous publiez la donnée dans des topics, et vous pouvez mettre plusieurs subscribers qui vont lire ce topic en parallèle. Et donc, ça permet, par exemple, pour un flux de données, de le consommer et de l'insérer dans différentes tables dans notre cluster Cassandra. Et ça permet aussi une deuxième chose, on a eu un client chez qui c'était très intéressant, puisqu'il collectait des données des 2 côtés de l'Atlantique. Et donc, pour avoir une latence assez faible sur le front-end web, on avait de l'App Engine et du PubSub sur les États-Unis et sur l'Europe. Et le data center qui était en Europe permettait de récupérer les flux de données grâce à PubSub à un seul endroit.
Et donc, si on regarde l'archi que l'on a développée, c'est celle qu'on va vous montrer dans la petite maquette qu'on a préparée, c'est que l'on a des frontaux qui sont de l'App Engine, alors avec un nombre qui est absolument pas déterminé, c'est-à-dire qu'on va se retrouver peut-être avec quelque chose comme 5 frontaux ou 50 si la charge le nécessite, qui envoie les données dans un topic PubSub. Ces données, une fois qu'elles sont dans le topic PubSub, elles sont consommées par deux process qui sont chacun sur une VM différente. Et ces process vont consommer les données, l'un pour écrire tous les events dans une grande table, donc une table où on a des centaines de milliers d'éléments qui sont rentrés. Mais l'architecture Cassandra nous garantit que de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on passe de centaines de milliers à des millions, voire des centaines de millions d'événements, on n'aura pas de problème pour que ça continue à offrir les mêmes temps de réponse. Et un deuxième consommateur qui, lui, met une synthèse, c'est-à-dire que pour chaque device connecté à l'extrémité, nous donne le dernier état connu du device. Donc, ce qui permet très rapidement de pouvoir récupérer ce dernier état connu du device. Et on a une autre petite VM dans laquelle on a un Ops Center. Et donc, si on regarde, ça c'était le schéma simple. Le schéma un peu plus compliqué, c'est celui qui consisterait éventuellement à avoir un deuxième cluster Spark, un deuxième cluster Cassandra dans lequel il y aurait le Spark et la possibilité de pouvoir connecter des notebooks, la possibilité aussi de mettre du stockage long terme au bout du PubSub et éventuellement d'avoir une application legacy qui se connecterait au PubSub pour consommer les informations. Alors ce que je vous propose, je vais vous montrer un petit peu tout ça, de quelle manière ça tourne. Alors, on a plusieurs choses. On a d'abord notre producteur, donc je vais lancer le producteur pour qu'il envoie des requêtes. Vous voyez, donc vous avez un throughput assez important, je ne sais plus à combien de requêtes par seconde on est. Et ici, on va avoir un premier consumer que l'on va envoyer vers un fichier de log pour éviter de polluer la console. Et donc, pardon c'est des mots. Donc ici, c'est du live, vous voyez. Donc, on va envoyer notre consumer. Donc, je vais faire ça, pardon. Hop. Si je fais time-f de mon fichier log, vous voyez, je récupère les events au fur et à mesure qu'ils arrivent. Dans je vais mettre deuxième VM ici, dans laquelle je vais pouvoir, voilà, je vais pouvoir ici, je vais pouvoir lancer mon deuxième consumer, mon deuxième consumer, et pouvoir voir les données. Pardon. Donc, et voir les données qui soient envoyées. Donc, on a un premier consumer qui envoie dans la bonne table, dans la table. Pardon, c'était un petit incident technique dans la seconde, mais tout va bien. Qui envoie les données dans la table. Et donc, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'on a ici le CQLSH, donc on a deux tables. Si je fais un describe key space, describe key space, ouais, cette démo. Pardon, je me trompe. C'est comme ça. On a deux tables. On a une première table ici dans laquelle on a juste les events qui sont enregistrés, qui a comme clé primaire et comme clé de partition celle-ci avec un timestamp. Et une deuxième table qui est le last event où donc on a juste le device connecté avec ce qu'il était et le dernier event récupéré pour cette table. Et donc si maintenant on va ici, on utilise l'autre outil qui est le Node Tool pour savoir effectivement sur notre table event combien on a d'événements qui sont dedans. Eh bien, on voit ici 812 000. Vous voyez, juste avant qu'on démarre la démo, on avait 700 et quelques milliers. Donc, on a déjà presque récupéré, je ne sais
plus combien d'outils, et on a quand même des latences à l'écriture qui sont extrêmement faibles. Alors regardons maintenant côté App Engine ce que ça nous donne. Si je refresh mon App Engine, j'ai un nombre de, tout de suite, avec la charge qui a démarré, le nombre d'instances a augmenté pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus élevé. Ce que je propose, c'est que je vais me connecter. Alors, il faut que j'aille. Et si on regarde à l'infrastructure, parce que je vois qu'il y a des gens qui nous ont demandé quels étaient ceux que l'on avait comme infrastructure et comme type de VM là-dessus. Donc, si on regarde un petit peu les VM sur lesquels on est connecté, on a ici donc nos deux VM consumer et on a trois VM qui sont les serveurs du cluster. Ces VM serveurs du cluster, regardez, ce sont pas des machines extrêmement pointues puisque ce sont des machines à 4 cœurs avec 26 Go de mémoire chacune. Alors que nos instances, qui sont les instances consumer dont on parlait tout à l'heure, elles, je crois, ce sont des machines beaucoup plus petites, puisqu'elles ont juste un process à faire tourner. Voilà, ce sont des machines à 2 CPU et 7,5 Go de mémoire, donc des choses très très modestes. Si je me connecte à mon Ops Center, et donc, si je me connecte à mon Ops Center, je vais pouvoir donc ici regarder la charge courante, et donc ici, vous voyez que les write requests ont augmenté de manière importante. On est un peu en dessous du millier de write requests. Donc, ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de relancer un deuxième consommateur ici pour pouvoir y aller un peu plus fort. On va s'en lancer un deuxième, et puis puisqu'on est joueur, on va même en lancer un troisième. Donc, on a 3 consommateurs, et normalement, on devrait pouvoir rapidement voir cette performance qui augmente un petit peu, puisque notre nombre d'événements est censé s'augmenter. Alors, à moins qu'on ait tari le flux d'events qui soit produit. Non, il continue à produire des events. Pas de bêtises. Alors, revenons sur, on a ici l'Ops Center, et si on regarde côté App Engine, à combien on est rendu, je vous dis, donc voilà, la faculté d'App Engine, c'est de pouvoir scaler. Donc là, on a eu une augmentation de la charge qui nous a permis de monter jusqu'à une quarantaine de frontaux. On les voit ici, hein. Chacun de ces frontaux traite à peu près 15 queries par seconde, et donc ça scale linéairement, et sans que vous n'ayez aucune maintenance ni opération à faire, et chacun des événements est collecté en une demi-seconde par ces frontaux qui sont dans Google App Engine. Et donc, si on regarde ici, maintenant, si on retourne avec notre node tool, vous voyez la table d'events qui était à 812 760 tout à l'heure, ben on a pratiquement 100 000 events qui ont été collectés depuis qu'on se parle. Voilà, c'était pour cette petite démo, et donc vous voyez, c'est une stack extrêmement simple et qui a comme grande vertu de pouvoir être très rapide à déployer, c'est-à-dire que on a des clients chez qui on a pu mettre ça en œuvre très très vite pour leur collecter un flux d'informations et leur permettre d'activer les choses à ce niveau. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur la présentation et de vous remettre le schéma d'architecture, puisqu'on a quelques petites questions sur lesquelles on va répondre. Alors, l'idée, c'est, on a des gens qui nous ont posé des questions, qui sont versus Hadoop, comment ça se positionne. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'Hadoop est l'outil historique hein, sur ce genre de plateforme data. Mais la grosse différence, c'est que Hadoop va très vite se complexifier fortement si vous voulez faire du real-time, c'est-à-dire si vous voulez mettre en place les bases de données real-time, en l'occurrence HBase. Ça va requérir beaucoup de travail et des choses très compliquées à administrer, alors que là, on a quand même un nombre de composants beaucoup plus réduit et des choses beaucoup plus robustes. On l'a vu tout à l'heure avec l'Ops Center, ce sont des choses qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Nous, on faisait beaucoup d'Hadoop auparavant, on fait de plus en plus de DataStax Cassandra, et c'est quelque chose où on a vu quand même des simplifications très très fortes de ce point de vue-là.
une autre personne nous a posé la question en combien de temps ce genre de plateforme pouvait être active. Donc, comme je vous disais, le temps de setup pour créer le endpoint front qui permet de récupérer une donnée en HTTP, c'est quasiment instantané, hein, c'est juste une petite configuration où on parse l'objet et puis il faut décortiquer l'objet qui est remonté pour le caster et le mettre en forme pour l'insérer dans une base de données. Donc ça c'est très très court, hein, c'est quelques heures, quelques jours tout au plus. L'infrastructure, bah là aussi c'est quelques jours et quelques heures tout au plus, donc c'est vraiment extrêmement court. Et puis toute l'infra, bah, comme on le voit, hein, PubSub, ben, c'est déjà actif, donc c'est très facile à mettre en œuvre, ça va très vite. Donc on a des temps de déploiement qui sont extrêmement limités. Alors une autre personne, puisqu'il y a des gens qui me posent des questions quand même un peu pointues, qui me disent, mais versus les plateformes qu'on trouve sur le marché, qui sont des plateformes dédiées à l'IoT et qui permettent de faire ça quasiment en mode SaaS, c'est-à-dire en service prêt à l'emploi, prêt à consommer. Pourquoi plutôt utiliser ce type de plateformes qui sont des plateformes quand même très customisées? Ben justement, c'est que ce sont des plateformes customisées qui vont permettre de mettre en place des scénarios analytiques très avancés avec du Spark, avec des choses comme ça, qui vont permettre d'intégrer des flux de données qui ne sont pas que des flux IoT ou des flux d'audience web comme le font très bien les DMP. Et donc, c'est sur ces points de vue-là que ce genre de plateforme va permettre d'aller beaucoup plus loin dans les cas d'usage et dans la finesse des cas d'usage que l'on déploie. Et pour finir, on avait une dernière question sur l'aspect temps réel, qui est cet aspect temps réel, de quelle manière vous le processez et est-ce qu'on est vraiment en temps réel? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il s'écoule une latence extrêmement faible entre l'event qui est collecté et sa mise en œuvre, puisqu'on a des scénarios de personnalisation dans le monde du web où finalement on arrive à avoir la data lorsqu'une page est vue qui soit processée et qui soit taguée et valorisée pour la mettre dans la base de données pour qu'à la page suivante, à l'affichage de la page suivante, on soit déjà prêt avec la bonne info pour faire de la personnalisation. Donc vous voyez, on est avec des temps de propagation de l'information qui restent très largement en dessous de la seconde. On a même des cas sur lesquels on utilise ce type de plateforme pour mettre en back-office, en back-end de real-time bidding où tout le monde sait que là, ben, on est en dessous du dixième de seconde. Donc voilà, donc j'espère que ça a rassuré notre auditeur sur cet aspect temps réel. Eh ben, il nous reste à vous remercier de nous avoir écoutés. On va évidemment mettre à disposition la presse qu'on a déroulée, Vincent et moi, ce matin. Vous pourrez, et puis pour ceux qui n'auront pu assister, on aura évidemment le replay du webinaire qui sera disponible. Merci, à très bientôt.